Je me suis confié à ma mère sur le fait de m'être toujours senti invisible dans la famille. Des mois plus tard, mon oncle a répété mes mots exacts, et s'est ouvertement moqué de moi lors d'un dîner. Alors, je lui ai demandé, tu leur as tout raconté, et je suis parti pour de bon. Écoutez, j'ai 29 ans, et je sais que tout le monde a une histoire du pire Thanksgiving de tous les temps. Entre la dinde trop sèche, les inévitables disputes politiques, et cette tante qui demande toujours pourquoi vous êtes encore célibataire, cette fête a une longue histoire de création de traumatisme. Mais croyez-moi, la mienne remporte la palme, ou plutôt la part de tarte, plus qu'on parle de Thanksgiving. Tout d'abord, un peu de contexte. J'ai grandi dans une petite ville de Caroline du Nord. Ma mère, Diane, nous a pratiquement élevés seuls, mon frère aîné Gareth et moi, après le départ de notre père quand j'avais 7 ans. Papa n'était pas un bon à rien. Pas vraiment. Il s'est juste effacé de nos vies, vous savez, comme un t-shirt bon marché qui perd sa couleur. Chaque année, il était un peu moins présent, jusqu'au jour où vous levez les yeux, et vous réalisez que le t-shirt est pratiquement blanc. Et votre père, au fond, n'était plus qu'un étranger, un homme qui envoyait un billet de 20 $ dans une carte d'anniversaire une année sur deux, sans aucun message personnel. Ma mère, elle a fait de son mieux. Je veux être tout à fait clair à ce sujet, car je sais comment cette histoire se termine, et je ne veux pas qu'on me prenne pour un gamin ingrat qui dénigre sa mère sans raison. Elle a cumulé 2 emplois pendant la majeure partie de mon enfance. Elle s'est assurée que nous avions à manger, des vêtements, et un toit au-dessus de nos têtes. Elle assistait aux pièces de théâtre de l'école, et aux matchs de baseball, quand elle le pouvait. C'était une bonne mère, du moins pour toutes ces choses tangibles et mesurables. Mais c'est ici que les choses se compliquent, et honnêtement, cela brise un peu le cœur. Gareth était le favori. Et je ne dis pas ça de la manière dramatique dont tous les petits frères ou petites sœurs se plaignent. Je veux dire que c'était d'une évidence aveuglante pour les professeurs, les voisins, nos grands-parents, et probablement même pour notre facteur. Gareth avait 2 ans de plus, ressemblait trait pour trait à notre père, et possédait ce charme naturel qui faisait que les adultes tombaient sous son charme. C'était le genre d'enfant capable de se sortir d'une heure de colle, tout en obtenant des points bonus, au cours de la même conversation. Les professeurs l'adoraient. Les entraîneurs se l'arrachaient. Maman le regardait comme s'il avait décroché la lune. Moi, j'étais calme, voire maladroit. J'adorais lire, et construire des choses avec mes mains. J'ai eu un bégaiement jusqu'à l'âge de 12 ans environ, ce qui transformait chaque exposé oral en une marche sur des braises ardentes. Je n'étais mauvais en rien, mais je n'étais exceptionnel en rien non plus. Et dans une maison où Gareth existait, ne pas être exceptionnel signifiait souvent être invisible. Pour être juste, maman n'a jamais dit explicitement qu'elle aimait plus Gareth. Elle ne m'a jamais rien dit de cruel en face. Tout se jouait dans les marges, vous savez. Le bulletin de notes de Gareth allait directement sur le frigo. Le mien? Il finissait dans un tiroir. Les trophées de baseball de Gareth trônaient fièrement dans le salon. Mes rubans du concours de sciences, eux, étaient enterrés dans une boîte de mon placard. Quand Gareth a été admis à l'Université d'État de Caroline du Nord, maman a organisé une grande fête. Quand j'ai obtenu une bourse d'études complète dans une école technique pour devenir ingénieur, elle a simplement dit « Oh, c'est bien, chérie », avant de retourner regarder la télévision. C'était la mort par 1000 petites coupures. À l'âge de 18 ans, je m'étais convaincu que tout était dans ma tête. C'est ce qu'on fait quand on est enfant. Parce que l'alternative, admettre que sa propre mère ne vous voit pas vraiment, est un fardeau bien trop lourd à porter. On finit par se manipuler soi-même. Après le lycée, j'ai déménagé à environ 3 heures de route pour mes études. J'ai étudié le génie mécanique, j'ai obtenu mon diplôme parmi les meilleurs de ma promotion, et j'ai décroché un poste correct dans une entreprise de fabrication. Je ne gagnais pas un salaire à 6 chiffres, mais j'étais stable. J'avais mon propre appartement, un vieux camion qui roulait à peu près, et une vie qui m'appartenait entièrement. Je parlais à maman peut-être une fois toutes les 2 semaines. Des appels courts, très superficiels. Comment va le travail, comment va Gareth, d'accord, à bientôt, je t'aime. Gareth, pendant ce temps, vivait à environ 20 minutes de chez maman. Il avait enchaîné quelques boulots après l'université, sans jamais vraiment trouver quelque chose de solide. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans la vente, ce qui, pour Gareth, signifiait probablement charmer la grand-mère de quelqu'un pour lui vendre une multipropriété. Il traversait également son 2e divorce à 29 ans,
ce que maman, bien sûr, mettait entièrement sur le dos de ses ex-femmes. Selon Diane, Gareth n'avait simplement pas de chance avec les femmes. Cela n'avait rien à voir avec le fait que mon frère avait la profondeur émotionnelle d'une flaque d'eau sur un parking. C'est maintenant que l'histoire décolle vraiment. Il y a environ 1 an, j'ai commencé à voir une thérapeute. Non pas à cause d'une crise majeure, mais parce que je traînais cette sourde tristesse toute ma vie. Je me suis dit qu'il était temps d'y faire face, au lieu de simplement serrer les dents, comme je l'avais toujours fait. Ma thérapeute, le docteur Adler, était une femme d'une 50aine d'années, très calme et terre à accent grave-terre. Elle avait une façon de poser des questions qui vous donnait l'impression de vous être menti à vous-même pendant des décennies, ce qui, au final, était exactement mon cas. Après environ 3 mois de séance, elle m'a aidé à mettre des mots sur une chose que je n'avais jamais réussi à formuler auparavant. Cela concernait maman, ce favoritisme ambiant, et la façon dont j'avais passé ma vie entière à faire des efforts, en quête d'une approbation qui ne viendrait jamais. Elle m'a alors encouragé à le dire à voix haute. Pas à maman, pas tout de suite. Juste à quelqu'un en qui j'avais confiance. Je l'ai dit à maman. Oui, je sais, je sais. Elle avait dit, quelqu'un en qui tu as confiance. Et moi, je suis allé directement à la source du problème. Mais voici le problème. Je voulais croire que ma mère pouvait l'encaisser. Je voulais croire que, si je lui disais simplement ce que je ressentais, elle écouterait. Elle comprendrait, et quelque chose changerait. J'avais 28 ans, et je voulais encore désespérément que ma mère me voie. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est juste être humain. Je l'ai appelée un mercredi soir, en mars. Elle était à la maison. Gareth était de sortie, et elle semblait détendue. Je lui ai dit que je voyais une thérapeute, et que j'avais besoin de partager quelque chose d'important avec elle. Elle est devenue silencieuse. J'ai pu entendre la télévision être mise en sourdine en arrière-plan. Et là, je lui ai tout dit. Je lui ai expliqué que je m'étais senti invisible toute ma vie. Que j'avais regardé Gareth être félicité et célébré, tandis que je recevais, au mieux, une reconnaissance polie. Je lui ai parlé des bulletins de notes, des trophées, de la grande fête de Gareth face à mon pauvre « c'est bien, chéri ». Je lui ai confié que j'avais passé des années à me demander ce qui clochait chez moi, avant de réaliser que le problème ne venait peut-être pas du tout de moi. Je lui ai assuré que je l'aimais, mais que j'étais fatigué de faire semblant que ce favoritisme n'existait pas. Car faire semblant me tuait à petit feu. Je tremblais, à la fin. Ma voix s'est brisée 2 fois, et j'ai dû m'arrêter pour respirer. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais dite à quelqu'un. Maman est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, « Nolan, je n'avais aucune idée que tu ressentais cela. Je suis vraiment désolé. » Pendant environ 48 heures, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Je pensais que nous avions franchi un cap, je pensais que l'honnêteté avait gagné. Je pensais, enfin, que ma mère m'avait entendu. Puis, Thanksgiving est arrivé. Le frère de ma mère, mon oncle Tran, organise cette fête chaque année chez lui, à environ 40 minutes de la ville. Une grande maison, un grand jardin, et de grandes opinions. Tran est le genre de type qui pense que parler fort équivaut à avoir raison. Ce n'est pas une mauvaise personne à proprement parler, mais il est l'équivalent humain d'un mégaphone dans une bibliothèque. Tout le monde doit se mêler de tout, et il vous livre ses opinions comme s'il vous rendait un immense service. J'ai failli ne pas y aller, cette année-là. Quelque chose au fond de moi me disait de passer mon tour. De rester à la maison pour manger des restes de pizza et regarder le football en sous-vêtements, comme une personne normale. Mais maman m'avait appelé 2 fois cette semaine-là, pour s'assurer que je venais. Sa voix était chaleureuse. On aurait dit qu'elle faisait des efforts. J'ai donc conduit pendant 3 heures jusqu'à la maison de Tran. J'ai franchi la porte d'entrée, et je me suis assis à une table avec 14 membres de ma famille élargie. Et c'est là que mon monde s'est effondré. Le dîner a bien commencé, de façon normale, même. La femme de Tran, Lorraine, avait préparé sa célèbre farce au pain de maïs. Ma cousine Harper montrait à tout le monde des photos de son nouveau chiot. Gareth tenait la cour à l'autre bout de la table, racontant une histoire sur un voyage de golf, impliquant apparemment l'apparition d'une célébrité. Je suis sûr à 90% qu'il a tout inventé. Du Gareth tout craché. Tout le monde riait, les assiettes étaient pleines, et je passais un bon moment. J'étais assis entre mon cousin Bryce et ma tante Patty.
C'est la femme la plus douce du monde, et elle n'a jamais dit un mot méchant sur personne, ce qui fait honnêtement d'elle une anomalie statistique dans notre famille. J'avais une assiette remplie à ras-bord de dinde et de purée, et je me disais, vous savez quoi? Ce sera peut-être un bon repas. Maman et moi avions peut-être vraiment franchi un cap, c'est alors que Tran a fait teinter son verre. En soi, Tran qui fait teinter son verre à Thanksgiving, ce n'est pas nouveau. Il le fait chaque année. Habituellement, c'est pour porter un toast à la famille, à la gratitude, et à la chance que nous avons tous d'être là. Ensuite, tout le monde lève son verre et passe à autre chose. Du classique. Mais cette année, Tran dégageait une énergie différente. Il me regardait. Il ne me jetait pas juste un coup d'œil, il me fixait, comme s'il avait attendu ce moment précis. Je veux dire quelque chose, a annoncé Tran, et la table s'est tue. Nous sommes tous de la famille ici, et je pense que la famille doit être honnête l'un envers l'autre. Je veux donc aborder le sujet qui fâche. Je me souviens avoir pensé, quel sujet? J'ai regardé autour de la table. Personne d'autre ne semblait savoir ce qui allait se passer, à part maman. Maman fixait son assiette. Elle refusait de lever les yeux. Nolan, a dit Tran. Entendre mon prénom sortir de sa bouche comme ça, comme une accusation, m'a noué l'estomac. Ta mère m'a parlé de ta petite séance de thérapie. De la façon dont tu penses qu'elle t'a traité injustement en grandissant. De la façon dont tu penses que Garrett a eu toute l'attention, et que tu as été lésé. La table est devenue un silence de mort. 14 personnes, et pas une seule fourchette n'a bougé. Même Garrett a arrêté de mâcher. Tran n'avait pas fini. Et je veux juste dire, en tant que personne qui a vu ta mère se tuer à la tâche pour élever 2 garçons toute seule, que c'est une chose assez minable à lui faire peser. Elle a tout sacrifié pour vous. Les enfants. Absolument tout. Et que tu t'assois là pour lui dire qu'elle n'était pas à la hauteur, il faut avoir un sacré culot. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais littéralement pas aspirer d'air dans mes poumons. Tout ce que j'avais dit à ma mère en toute confiance. Chaque chose brute et vulnérable, pour laquelle j'avais passé des mois à trouver le courage de dire, était maintenant récitée à une table de Thanksgiving. Par un oncle qui considérait la vulnérabilité comme un défaut de caractère. J'ai regardé maman. Elle fixait toujours son assiette. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Elle refusait de croiser mon regard. Tu lui as dit, ai-je lâché? Ma voix est sortie plus doucement que prévu, presque calme, mais à l'intérieur, je m'effondrais en morceaux. Le menton de maman a tremblé. Nolan, j'avais juste besoin d'en parler à quelqu'un. Je ne pensais pas qu'il aborderait le sujet comme ça. Comme ça, ai-je répété. Tu lui as répété ce que je t'ai confié en privé. Quelque chose que je t'ai dit parce que j'avais confiance en toi. Et maintenant, il s'en sert pour m'humilier devant toute la famille. Tran est intervenu à nouveau. Personne ne t'humilie, gamin. Nous avons juste une conversation honnête. Si tu peux critiquer ta mère, tu devrais pouvoir l'encaisser en retour. Je ne critiquais personne, ai-je répondu. J'expliquais à ma mère ce que je ressentais. Quelque chose que je gardais pour moi depuis plus de 20 ans. Et je lui ai dit, à elle. Pas à toi, Tran. Je n'ai pas envoyé de bulletin d'information familiale. J'ai eu une conversation privée avec ma mère. Et elle l'a transformé en divertissement de Thanksgiving. Garrett a pris la parole du bout de la table. Frérot, allez. Tu dramatises. Maman t'aime. Elle nous aime tous les deux. Ne t'en mêle pas, Garrett, ai-je coupé. Et quelque chose dans mon ton a dû faire mouche, car il a effectivement fermé sa bouche. J'ai de nouveau regardé maman. Elle avait des larmes qui coulaient sur son visage, maintenant. Nolan, je t'en prie, a-t-elle murmuré. Je ne voulais pas que cela se passe ainsi. Et voici la chose, une partie de moi la croyait. Une partie de moi regardait ma mère pleurer, et voulait lui dire, c'est bon. Ce n'est pas grave. Mangeons simplement ce dîner, et faisons comme si rien de tout cela n'était arrivé. C'était cette partie de moi qui dirigeait le spectacle depuis 28 ans. Cette partie qui arrondissait les angles, qui ravalait ses sentiments. Celle qui se faisait toute petite, pour que tout le monde puisse être à l'aise. Mais la voix du docteur Adler résonnait dans ma tête. Elle m'avait dit quelque chose, quelques semaines auparavant, qui m'avait marqué. Elle avait dit, Nolan,
quand quelqu'un te montre que tes sentiments ne sont pas en sécurité avec lui, crois-le dès la première fois. Alors, je me suis levé. Je vais partir, ai-je annoncé. Sans élever la voix, sans colère, juste avec clarté. Je suis venu ici parce que tu me l'avais demandé, maman. Parce que je pensais que notre relation s'était améliorée. Mais ce que tu as fait. Partager ce que je t'ai dit en toute confiance. C'est exactement le genre de choses dont je parlais lors de cet appel. Mes sentiments n'ont jamais été en sécurité avec toi. Je ne voulais simplement pas y croire. La table était pétrifiée. Tante Patty avait la main sur la bouche. Bryce fixait son assiette, comme s'il souhaitait pouvoir se téléporter. Lorraine serrait sa serviette si fort que ses jointures étaient blanches. Maman s'est mise à pleurer plus fort. Nolan, assieds-toi, je t'en prie. Nous pouvons en parler. Nous en avons parlé, ai-je répondu, et tu l'as transformé en commérage. Tran a ouvert la bouche pour ajouter quelque chose, mais j'ai levé la main. Tran, avec tout le respect que je te dois, cela ne te regarde en rien. Tu ne sais pas à quoi ressemblait mon enfance. Tu nous as vus lors des fêtes et des barbecues. Tu n'as pas à me dire ce que j'ai vécu dans ma propre maison. J'ai attrapé ma veste sur le dossier de ma chaise, et j'ai marché vers la porte d'entrée. Garrett m'a rattrapé dans le couloir. Mec, tu pars vraiment? C'est Thanksgiving. Oui, Garrett, je pars vraiment. Et pour la petite histoire, la raison pour laquelle tu ne comprends pas ce que je ressens, c'est parce que tu n'as jamais eu à le faire. C'est toi qui avais toute l'attention. Tu étais l'enfant chéri. Alors? Je comprends que cela te paraisse être une réaction excessive, mais ce n'est pas le cas. Il n'a rien eu à répondre à cela. Il est resté planté là, dans le couloir, les mains dans les poches. Pendant ce temps, je franchissais la porte d'entrée, pour me retrouver dans l'air froid de novembre. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. Pas de radio, pas d'appel, rien. Juste 3 heures d'autoroute, et le bruit de mes propres pensées. Je repassais la scène en boucle dans ma tête. La voix de Tran, le visage de maman, la façon dont elle refusait de me regarder, la façon dont elle a dit qu'elle avait besoin d'en parler à quelqu'un. Comme si ma douleur était un fardeau dont elle devait se décharger, plutôt que quelque chose qu'elle aurait dû accepter, et affronter. Au moment où je suis arrivé chez moi, j'étais engourdi. Je suis resté assis dans mon camion, sur le parking de ma résidence, pendant près d'1 heure. Il faisait si froid que je pouvais voir mon souffle. Je n'ai pas allumé le chauffage. Je suis juste resté là, et j'ai laissé la réalité m'envahir. Ma mère avait pris la chose la plus vulnérable que j'ai jamais partagée avec elle, et l'avait donnée à quelqu'un d'autre. Pas pour la traiter avec un thérapeute, pas pour y réfléchir en privé. Elle l'avait donnée à Tran, la personne la plus bruyante et la moins empathique de notre famille. Et il s'en était servi comme d'une arme, lors d'un dîner, devant tous les membres de ma famille. J'avais passé 20 ans à me convaincre que le favoritisme était dans ma tête. J'avais passé 3 mois en thérapie, à trouver le courage de dire quelque chose. J'avais passé un appel téléphonique entier à mettre mon âme à nu. Et en retour, j'ai été publiquement humilié à Thanksgiving. Cette nuit-là, j'ai éteint mon téléphone. Je ne l'ai pas vérifié pendant 3 jours. Quand je l'ai enfin rallumé, il y avait 11 appels manqués de maman, 4 de Garrett, 2 de tante Patty, et un texto de Tran qui disait « J'espère que tu t'es calmé. Ta mère a le cœur brisé. Tu devrais l'appeler. » Je n'ai appelé personne. C'était en novembre. Ce qui s'est passé au cours des 8 mois suivants est quelque chose que je n'aurais jamais pu prédire. Et honnêtement, avec le recul, je ne changerai absolument rien à la façon dont les choses se sont déroulées. Mais tout a commencé par la pire fête de ma vie, et un silence qui allait remodeler toutes mes relations. Les semaines qui ont suivi Thanksgiving ont été dures. Je ne vais pas embellir la réalité. J'ai traversé une période où je fonctionnais à peine, en dehors du travail. Je rentrais chez moi, je mangeais un truc vite fait, je m'asseyais sur mon canapé, et je fixais le mur. Jusqu'à ce qu'il soit assez tard pour justifier d'aller me coucher. Je n'étais pas exactement en dépression. Ou peut-être que si, mais cela ressemblait davantage à un deuil. Comme si je pleurais la perte de quelque chose qui n'avait en fait jamais existé. La version de ma mère qui protégerait mes secrets. La dynamique familiale où j'avais de l'importance. Cette image que je m'étais peinte dans la tête pendant presque 3 décennies, elle avait été arrachée du mur à Thanksgiving.
Et je me tenais dans une pièce vide, essayant de comprendre quoi faire ensuite. Le docteur Adler a été incroyable pendant cette période. Je suis passé de consultations bimensuelles à des séances hebdomadaires. Elle ne m'a pas poussé à appeler maman, ni à pardonner à qui que ce soit. Elle m'a juste aidé à accepter ce qui s'était passé, et à commencer à en comprendre le sens. Une chose qu'elle a dite m'a particulièrement détruit, tu n'as pas seulement été trahi par ta mère à cette table. Nolan. Tu as été trahi par la version de toi-même qui croyait encore qu'elle allait changer. Et oui, celle-là, il m'a fallu quelques jours pour la digérer complètement. Noël est arrivé, puis est passé. Je suis resté chez moi. Maman a appelé le matin de Noël, et j'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal où elle pleurait surtout, disait que je lui manquais, et que Tran se sentait très mal. Je n'ai pas cru la partie sur Tran. J'ai aussi remarqué qu'elle n'a jamais réellement dit qu'elle était désolée. Elle a dit que je lui manquais. Elle a dit qu'elle aurait aimé que je vienne. Mais elle n'a jamais dit, j'ai eu tort de partager ce que tu m'as dit. Cette absence en disait long. Gareth m'a envoyé un texto le soir du réveillon du Nouvel An. Bonne année frérot. J'espère que tu vas bien. J'ai répondu avec un emoji pouce en l'air, parce que je ne suis pas un monstre. Mais je n'étais pas non plus prêt à faire semblant que tout allait bien. Il n'a pas relancé. C'est en janvier que les choses ont commencé à changer. Tout a commencé par un petit rien. Mon patron à l'usine de fabrication, un type nommé Craig, qui avait été discrètement fiable avec moi pendant 3 ans, m'a appelé dans son bureau un après-midi. Il m'a dit qu'un de nos clients, une entreprise de taille moyenne fabriquant des pièces aérospatiales, située à environ 1 heure au nord, cherchait un ingénieur en chef pour superviser une nouvelle ligne de production. Le salaire représentait presque le double de ce que je gagnais. Le poste était une promotion à tous les niveaux. Craig a dit qu'il m'avait déjà recommandé. Je l'ai fixé. Pourquoi moi? Il m'a regardé comme si je lui avais demandé pourquoi l'eau mouillait. Parce que tu es le meilleur ingénieur que j'ai, Nolan. Tu es mon meilleur élément depuis ton 2e mois ici. Je pensais que tu le savais. Je ne le savais pas. Pas vraiment. Quand on grandit en étant l'enfant dont les réussites vont dans un tiroir, au lieu d'être affichées sur le frigo, on finit par ne plus les voir soi-même. J'ai passé un entretien la semaine suivante. L'entreprise s'appelait Meridian Précision. L'homme qui dirigeait la division ingénierie, Léon, était un type d'une 60aine d'années, vif et sans chichi, qui avait construit des choses toute sa vie. Nous avons discuté pendant 2 heures. Pas seulement d'ingénierie, mais aussi de résolution de problèmes. De la façon dont je concevrais ce que je voulais construire, si j'avais des ressources illimitées. À la fin, il m'a serré la main et a dit, j'ai fait passer des entretiens à 11 personnes pour ce poste. Tu es le premier à m'avoir fait oublier que je menais une interview. J'ai reçu l'offre. 38 000 $ de plus par an, des avantages sociaux complets, une aide au déménagement, et un titre qui reflétait enfin ce dont j'étais capable. J'ai accepté sur le champ. Déménager, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Nouvelle ville, nouvel appartement, nouvelle routine. La ville s'appelait Ashford. C'était l'une de ces villes moyennes où il se passe juste assez de choses pour vous divertir, sans que ce soit étouffant. J'ai trouvé un appartement de 2 chambres près du centre-ville, et j'ai acheté de vrais meubles, au lieu de ma vieille installation étudiante. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de construire quelque chose qui m'appartenait vraiment. Le travail était phénoménal. Léon est devenu quelqu'un que je n'avais jamais vraiment eu auparavant. Un mentor. Il me poussait à bout, mais il croyait aussi en moi, d'une manière très vocale et assumée à laquelle je n'étais pas habitué. Quand j'ai conçu un système de réoutillage qui a réduit les déchets de production de 18% lors de mes 3 premiers mois, il l'a évoqué lors d'une réunion d'entreprise. Il a dit, voilà ce qui arrive quand on embauche des gens qui réfléchissent vraiment. Je savais à peine comment gérer le fait que quelqu'un soit publiquement fier de moi. C'était une sensation étrangère, comme entendre une chanson dans une langue qu'on commence à peine à apprendre. Vers le mois de mars, j'ai rencontré Chloé. Elle était chef de projet dans une entreprise technologique, juste en face de Meridian. Et nous nous sommes rencontrés de la manière la plus banale possible. Nous étions tous les deux dans la file d'attente du même café. Nous avons commandé exactement la même boisson, horriblement spécifique. Quand le serveur a annoncé la commande, nous avons tendu la main en même temps. Elle m'a regardé et a dit, si tu crois que tu vas prendre mon latte au lait d'avoine,
avec un shot supplémentaire et un soupçon de cannelle, tu te trompes lourdement. Je l'ai tout de suite apprécié. Nous avons commencé à sortir ensemble en avril. Chloé était intelligente, directe et drôle, d'une façon qui vous prenait au dépourvu. Elle avait cette qualité que je n'avais jamais trouvée chez une partenaire auparavant. Elle prêtait attention aux choses, pas seulement aux grandes, mais aussi aux petites. Elle remarquait quand j'étais silencieux, et elle posait des questions sans que ça ne ressemble à un interrogatoire. Elle se souvenait de choses que j'avais dites en passant, et en reparlait des semaines plus tard. Elle m'a fait me sentir vu, d'une façon dont je commençais tout juste à comprendre à quel point elle m'avait manqué. Je lui ai parlé de Thanksgiving vers notre 6e rendez-vous. Nous étions assis sur son canapé en mangeant des plats à emporter, et elle m'a posé des questions sur ma famille. Je lui ai donné la version courte, et elle est restée pensive un long moment avant de parler. Ta mère a donné ton cœur à quelqu'un qui s'en est servi comme d'un ballon de foot. Ce n'est pas rien, Nolan. Je sais, ai-je répondu. En es-tu sûr, a-t-elle demandé. Parce que tu n'arrêtes pas de minimiser. Tu répètes qu'elle ne l'a pas fait exprès, qu'elle faisait de son mieux, qu'elle ne pensait pas que Tran ferait ça. Mais le résultat est le même. Tu lui as confié quelque chose de sacré. Et elle l'a traité comme un bien qu'elle pouvait distribuer à sa guise. Personne n'avait jamais été aussi direct, pas même le docteur Adler, qui choisissait ses mots avec plus de précaution. Chloé, elle, l'a simplement dit. Et l'entendre de la part de quelqu'un qui n'avait aucun lien avec ma famille, aucun parti pris, aucun agenda caché. Tout s'est enfin mis en place. En mai, j'étais dans la meilleure forme de ma vie, tant sur le plan professionnel que personnel. J'avais un travail que j'adorais, un patron qui me respectait, une petite amie qui me voyait vraiment, et une thérapeute qui m'aidait à rester honnête avec moi-même. Je dormais bien, je mangeais bien, et je faisais de l'exercice pour la première fois depuis des années. J'avais l'air différent. Je me tenais différemment. Le bégaiement que j'avais enfant, et qui refaisait parfois surface quand j'étais stressé, avait complètement disparu. J'avais l'impression d'être une autre personne. Et c'est exactement à ce moment-là que maman a rappelé. Je ne lui avais pas parlé depuis avant Thanksgiving. 6 mois de silence. Elle avait appelé une poignée de fois, et j'avais laissé chaque appel aller sur la messagerie. Ces messages étaient passés des pleurs et de la culpabilisation, à des tentatives plus courtes et plus mesurées. Salut chérie, je prenais juste de tes nouvelles. Appelle-moi quand tu peux. Je n'ai jamais pu. Mais cet appel était différent. Il ne provenait pas du numéro de maman. C'était celui de Gareth. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Nolan, c'est Gareth. Ne raccroche pas, sa voix semblait différente. Plus petite, moins sûre d'elle. Maman est à l'hôpital. Elle a fait une chute, et s'est cassé la hanche. Elle va bien, elle est stable. Mais elle va devoir être opérée, et elle a demandé à te voir. J'ai fermé les yeux, je me suis adossé à ma chaise, et j'ai laissé l'information infuser. D'accord, ai-je dit. Merci de me l'avoir dit. Tu vas venir, a-t-il demandé. Je ne sais pas encore, ai-je répondu. Je vais y réfléchir. Nolan, c'est ta mère. Je sais qui c'est, Gareth. Il est resté silencieux. Puis, il a dit quelque chose qui m'a surpris. Écoute, je sais que les choses ont dégénéré, et je sais que je n'ai pas été d'une grande aide, mais tu lui manques vraiment. Et entre toi et moi, je pense qu'elle sait qu'elle a tout gâché. Elle ne sait juste pas comment le dire. C'était la chose la plus lucide que Gareth m'ait jamais dite. Ce n'était pas suffisant, mais c'était déjà ça. Je lui ai dit que j'y réfléchirais et j'ai raccroché. Ensuite, je suis resté assis dans mon bureau pendant un long moment, regardant le parking par la fenêtre. Je soupesais tout ce que j'avais construit, face à tout ce que j'avais laissé derrière moi. Je ne me suis pas précipité. C'est l'avantage de passer 6 mois à se reconstruire de l'intérieur. On arrête de réagir, et on commence à choisir. L'ancien Nolan serait monté dans sa voiture dans les 20 minutes, pour conduire 3 heures jusqu'à un hôpital. Il aurait réconforté une femme qui ne s'était pas excusée, parce que c'est ce que font les bons fils. Le nouveau Nolan a pris le temps d'y réfléchir. Il en a parlé au docteur Adler. Il en a parlé à Chloé. C'est Chloé qui m'a aidé à y voir clair. Nous étions assis sur le balcon de mon appartement ce soir-là, le soleil se couchant derrière les immeubles, et elle a dit
Tu peux aller voir ta mère. Cela ne signifie pas que tu lui pardonnes. Cela ne signifie pas que tu rouvres la porte à la façon dont les choses étaient. Cela signifie simplement que tu choisis d'être présent en tant que la personne que tu es devenue, et selon tes propres termes. Le docteur Adler m'a dit quelque chose de similaire lors de notre séance du lendemain. Cela pourrait être une opportunité, Nolan. Pas nécessairement pour une réconciliation, mais pour obtenir de la clarté. Tu as passé 6 mois à trouver ta voie. C'est l'occasion de l'utiliser. Alors, j'ai élaboré un plan. Pas un plan de vengeance, ni de confrontation dramatique. Juste un plan sur la façon dont j'allais gérer ça, sans me perdre dans le processus. J'ai noté 3 choses sur une fiche cartonnée, que j'ai glissée dans mon portefeuille. 1. Je ne ferai pas semblant que Thanksgiving n'a pas eu lieu. 2. Je n'accepterai pas d'excuses qui ne reconnaissent pas ce qu'elle a réellement fait. 3. Je ne partirai pas sans lui avoir demandé pourquoi. Ce dernier point était le plus important. Pourquoi l'avait-elle dit à Tran? Pourquoi avait-elle partagé la chose la plus vulnérable que je lui ai jamais dite? Je tournais autour de cette question depuis 6 mois, et j'avais besoin d'entendre la réponse de sa propre bouche. Quelle qu'elle soit. J'ai pris la route un samedi matin. 3 heures d'autoroute. Le même trajet que j'avais fait 100 fois, mais cette fois-ci, c'était différent. Je ne conduisais pas par obligation. Je conduisais vers quelque chose que j'avais choisi. Il y a une différence. Et si vous ne l'avez jamais ressenti, j'espère que vous la vivrez un jour. Maman était dans un centre de rééducation quand je suis arrivé. L'opération s'était bien passée et elle se remettait, mais elle allait devoir y rester encore quelques semaines. Garrett m'a rejoint sur le parking. Il avait l'air fatigué, plus vieux que dans mes souvenirs, ce qui était étrange puisqu'il ne s'était écoulé que 6 mois. Il m'a donné une de ces accolades maladroites entre frères, où aucune des 2 personnes ne s'engage vraiment. Nous sommes entrés ensemble. Le centre sentait les produits de nettoyage industriel et la nourriture de cantine. C'est apparemment l'odeur universelle des établissements de santé. Maman était dans une chambre au bout d'un long couloir. Elle était assise dans son lit, et regardait une émission de cuisine sur une petite télévision fixée au mur. Elle m'a vu, et tout son visage a changé. Pas juste de la surprise, quelque chose de plus profond. Ses yeux se sont remplis de larmes, ses lèvres ont commencé à trembler, et elle a tendu la main comme si j'étais quelque chose qu'elle avait eu peur de perdre. « Nolan » a-t-elle murmuré. « Tu es venu » ? « Je suis venu » ai-je répondu. Je ne me suis pas précipité vers elle. Je n'ai pas attrapé sa main. J'ai tiré une chaise sur le côté de son lit, et je m'y suis assis, à une distance normale. Garrett rôdait près de la porte, comme s'il ne savait pas s'il devait rester ou partir. « Garrett, peux-tu nous laisser 1 minute » ai-je demandé. Il a regardé maman. Elle a hoché la tête. Il est sorti et a fermé la porte derrière lui. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le présentateur de l'émission de cuisine expliquait comment déglacer correctement une poêle, ce qui semblait être un bruit de fond absurdement inapproprié pour la conversation que nous allions avoir. « Comment te sens-tu » ai-je demandé. « Mieux » a-t-elle dit. L'opération s'est bien passée. Ils disent que je pourrai à nouveau marcher dans quelques semaines, avec de la kiné. Elle a fait une pause. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien, maman. Vraiment bien, d'ailleurs. J'ai un nouveau travail. J'ai déménagé. Je fréquente quelqu'un. Ses yeux se sont illuminés. C'est merveilleux, chérie. J'aurais aimé le savoir. Tu l'aurais su si nous nous étions parlé, ai-je répondu. Ce n'était pas méchant, juste factuel. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je sais. Je sais. J'ai tout gâché, Nolan. J'ai eu beaucoup de temps pour y penser. Couché dans ce lit, sans pouvoir bouger. Tout ce qu'on peut faire, c'est penser. J'ai besoin de te demander quelque chose, ai-je dit. Et j'ai besoin que tu me répondes avec honnêteté. Pas avec la version qui te rassure. La vraie réponse. Elle a hoché la tête lentement. Pourquoi en as-tu parlé à Tran? Elle a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Pendant un long moment, j'ai cru qu'elle n'allait pas répondre. Puis, elle a ouvert les yeux et m'a regardé. Elle m'a vraiment regardé, et elle a dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, parce que j'avais honte. J'ai attendu.
Quand tu m'as dit toutes ces choses au téléphone, à propos du favoritisme, sur le fait que tu te sentais invisible, ma première réaction n'a pas été l'empathie, Nolan. C'était la honte. Je me suis senti comme la pire mère du monde. Et au lieu d'accepter ce sentiment, au lieu de te rappeler pour te dire tu as raison, et je suis désolé, j'ai appelé Tran. Parce que j'avais besoin que quelqu'un me dise que je n'étais pas une mauvaise mère. Elle s'est essuyée le visage avec le dos de la main. Et Tran a fait exactement ce que fait Tran. Il s'est mis en colère à ma place. Il m'a dit que tu étais ingrat et dramatique, et qu'il te remettrait à ta place. Et je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé faire, parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. À savoir que tu avais raison sur toute la ligne. La pièce était silencieuse, à l'exception de la télévision, où le chef assaisonnait maintenant un poulet avec beaucoup trop d'enthousiasme. J'avais raison, ai-je dit. Pas comme une question. Tu avais raison, a-t-elle confirmé. Gareth était plus facile pour moi. Il était extraverti, confiant, et il me rappelait ton père dans tout ce qui ne faisait pas mal. Toi, tu étais calme et sensible, et tu me rappelais ma propre personne. Et je crois qu'à un certain niveau, je lui en voulais. Pas à toi. Jamais à toi. Mais à ces parties de moi-même que je voyais en toi, et que je n'aimais pas. La timidité, le doute de soi. Et au lieu de t'aider à surmonter cela, je m'en suis détourné. Parce que te regarder. C'était comme regarder dans un miroir que je refusais d'affronter. Je suis resté assis là pendant un long moment. Respirant. Assimilant tout cela. C'était plus d'honnêteté que ce que j'avais obtenu de ma mère en 29 ans réunis. Ce n'est pas une excuse, a-t-elle continué. Je sais que j'ai échoué avec toi, Nolan. Pas parce que je suis un monstre, mais parce que j'étais lâche. Et puis, quand tu m'as enfin dit à quel point cela te faisait souffrir, j'ai de nouveau été lâche. J'ai couru vers Tran, au lieu de courir vers toi. J'ai sorti la fiche de mon portefeuille et je l'ai regardée. Les 2 premiers points avaient été abordés. Elle ne prétendait pas que Thanksgiving n'avait pas eu lieu. Ses excuses étaient spécifiques, et reconnaissaient ce qu'elle avait fait, et pourquoi. Le numéro 3, elle venait d'y répondre sans même que j'aie à insister. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, ai-je dit. Je ne suis plus la même personne qui a quitté la maison de Tran à Thanksgiving. J'ai passé les 6 derniers mois à reconstruire ma vie sans toi. Et c'est la meilleure période de mon existence. J'ai un travail où les gens me valorisent. J'ai une petite amie qui me voit telle que je suis. J'ai une thérapeute qui m'a aidé à arrêter de me détester, simplement parce que je voulais être vu par ma propre mère. Elle a tressailli. Je n'ai pas adouci mes mots. Je ne suis pas venu ici pour te punir, ai-je poursuivi. Mais je ne suis pas non plus venu ici pour reprendre les choses là où nous les avons laissées. Si nous devons avoir une relation à l'avenir, ce sera différent. Je ne serai plus l'enfant qui se tait et qui sourit. Et si un jour, tu partages encore une seule chose que je te confie en privé. Que ce soit avec Tran, Gareth ou n'importe qui d'autre, c'est terminé. Définitivement. Elle a hoché la tête. Je comprends. Encore une chose, ai-je ajouté. Je veux dîner avec toi, Gareth et moi, avant de partir demain. Et je veux que Tran soit là. Ses yeux se sont écarquillés. Pourquoi Tran? Parce qu'il me doit aussi des excuses. Et parce que j'ai des choses à dire que toute la famille doit entendre. Pas autour d'une table de Thanksgiving, lors d'une embuscade, mais lors d'un dîner où c'est moi qui fixe les règles. Elle m'a regardé pendant un moment. Puis elle a dit, d'accord, je vais m'en occuper. Je me suis levé, je me suis penché, et je l'ai embrassé sur le front. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était un début. En sortant, Gareth était adossé au mur dans le couloir, faisant semblant de regarder son téléphone. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé. Nous dînons demain soir, ai-je dit. Toi, maman et Tran. Dans un endroit calme, pas chez Tran. Tu peux organiser ça? Il m'a regardé, comme s'il voyait quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas tout à fait. Puis, il a hoché la tête. Ouais. Je vais m'en occuper. Je suis sorti de ce centre et j'ai marché sous le soleil de l'après-midi. Pour la première fois depuis 6 mois, je n'appréhendais pas ce qui allait suivre. J'étais prêt.
Gareth a choisi un restaurant de grillade à environ 15 minutes du centre de rééducation. Rien d'extravagant. Juste un de ces restaurants familiaux avec des banquettes en bois, un éclairage tamisé, des menus plastifiés, et des portions qui pourraient nourrir un petit village. Maman ne pouvait pas être physiquement présente, puisqu'elle était encore en convalescence, mais elle nous a rejoints via le haut-parleur de mon téléphone, posé contre la salière. Cela avait l'air ridicule, mais ça a fonctionné. Tran est arrivé avec 5 minutes de retard, ce qui, je pense, était intentionnel. Il est entré en portant un polo, et une expression faciale qui disait qu'il préférerait être littéralement n'importe où ailleurs. Il s'est assis en face de moi, m'a fait un signe de tête censé passer pour une salutation, et a immédiatement pris le menu. Comme si nous étions juste 4 personnes partageant un dîner dominical décontracté. Pose ce menu, Tran, ai-je exigé. Il a levé les yeux, le regard plissé. Pardon? Je ne t'ai pas invité ici pour manger. Je t'ai invité ici pour parler, alors pose ce menu. Il a jeté un coup d'œil à Gareth. Celui-ci était assis à côté de lui, ayant l'air d'un homme coincé dans un avion sans parachute. Gareth a fait un minuscule haussement d'épaule. Tran a reposé le menu. Très bien, a dit Tran, en se reculant et en croisant les bras. Parlons. À Thanksgiving. Tu as pris quelque chose que ma mère t'avait dit en toute confiance. Quelque chose que je lui avais confié en privé. Et tu t'en es servi pour m'humilier devant toute notre famille. Tu ne m'as pas pris à part. Tu ne m'as pas demandé comment j'allais. Tu t'es levé devant 14 personnes. Et tu as transformé ma douleur en représentation théâtrale. La mâchoire de Tran s'est crispée. Je défendais ta mère. Ma mère n'avait pas besoin d'être défendue. Elle avait besoin d'être honnête. Et au lieu de l'encourager dans ce sens, tu lui as offert une porte de sortie. Tu as fait de moi le méchant, pour qu'elle n'ait pas à affronter ce qu'elle avait fait. Ce n'est pas défendre quelqu'un. Tran. C'est le conforter dans ses erreurs. Depuis le téléphone sur la table, la voix de maman s'est fait entendre. Il a raison, Tran. Tran a cligné des yeux. Clairement, il ne s'attendait pas à ça. Il a regardé le téléphone, puis moi. Diane, tu m'as dit que le gamin t'attaquait. Tu pleurais au téléphone. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Je pleurais parce que je me sentais coupable, a dit maman. Pas parce que Nolan m'attaquait. Il me disait la vérité, et je ne pouvais pas le supporter. Alors, je t'ai appelé, et je t'ai laissé te mettre en colère à ma place, parce que c'était plus facile que d'assumer mes responsabilités. La table est devenue très silencieuse. Tran a décroisé les bras. Il a eu l'air mal à l'aise pour la première fois depuis que je le connais. Ce qui veut dire beaucoup, car cet homme s'est un jour disputé avec un gérant de restaurant pendant 45 minutes pour un coupon de réduction, sans montrer la moindre gêne. Je ne connaissais pas toute l'histoire, a fini par dire Tran. Ta mère m'a donné l'impression que tu étais ingrat. J'ai réagi. Tu n'as pas réagi, ai-je rétorqué. Tu as fait le spectacle. Tu voulais être le héros. Le patriarche qui remet le gamin ingrat à sa place. Et tu n'as pas pris le temps de te demander si le gamin avait peut-être raison. Tu as juste frappé. Il m'a regardé fixement. J'ai pu voir quelque chose bouger derrière ses yeux. Pas tout à fait des remords, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Une prise de conscience, peut-être, s'infiltrant comme la lumière sous une porte. Tu as raison, a-t-il admis. Les mots sont sortis comme s'ils lui faisaient physiquement mal. Je n'aurais pas dû faire ça. Pas comme ça. Pas devant tout le monde. Il a fait une pause. Je suis désolé, Nolan. J'ai hoché la tête. Merci. Ensuite, je me suis tourné vers Gareth. Il a immédiatement levé les mains. Qu'est-ce que j'ai fait? À Thanksgiving, quand j'étais dans le couloir et que je t'expliquais pourquoi je partais, tu m'as dit que je dramatisais. Tu as fait ça toute ma vie, Gareth. Chaque fois que j'essayais d'exprimer quelque chose de vrai, tu le balayais d'un revers de main. Quand je t'ai dit, en classe de 3e, que j'avais l'impression que maman ne me remarquait pas, tu as dit que je me faisais des idées. Quand je t'ai dit au mariage de papa que je me sentais comme un étranger dans notre propre famille, tu as répondu qu'il fallait que je me détende. Tu es mon frère aîné. Tu étais censé me soutenir. Et à chaque fois, tu as choisi le confort plutôt que la vérité.
Gareth a regardé ses mains. Il n'avait pas de réponse toute faite pour ça. Pas d'histoire de golf, pas d'esquive, pas de charme facile pour se soustraire au poids de ce que je disais. Il est simplement resté assis là, et peut-être pour la première fois de sa vie, il a laissé l'inconfort exister sans essayer de le fuir. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était grave, a-t-il dit doucement. Honnêtement, Nolan, je ne faisais pas attention, et c'est ma faute. J'étais tellement occupé à être l'enfant pour qui tout était facile, que je ne me suis jamais arrêté pour penser à ce que c'était pour toi. Il a levé les yeux. Je suis désolé. Vraiment. Le téléphone a grésillé. Maman pleurait doucement. Je suis désolé aussi, Nolan. Pour tout. Pour le favoritisme. Pour le silence. Pour l'avoir dit à Tran. Pour chaque fois que je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez bien. Tu as toujours été assez bien. J'étais juste trop brisé pour le voir. J'ai laissé tout ça se décanter. Les excuses, les aveux, le poids de décennies de silence enfin brisé. Cela n'effaçait rien. Cela n'annulait pas les Thanksgiving que j'avais passés à me sentir invisible, ni les années où j'avais cru que quelque chose clochait chez moi. Mais c'était vrai. C'était honnête. Et c'était un début. Je ne vais pas faire semblant que nous sommes réparés, ai-je dit. Nous ne le sommes pas. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Et je ne vais pas faire semblant pour le confort de qui que ce soit. Mais je suis prêt à essayer. Lentement, et selon mes termes. Et si quelqu'un à cette table, ou sur ce téléphone, partage à nouveau quoi que ce soit que je dis en privé, il n'y aura plus de dîner de ce genre. Il n'y aura pas d'autre chance. Tout le monde a hoché la tête. Même Tran. Nous avons fini par commander à manger, après tout. Gareth a pris le plus gros steak du menu, parce que bien sûr, c'est ce qu'il a fait. Tran a pris un burger et l'a mangé en silence. C'est peut-être l'attitude la plus retenue que j'ai jamais vue chez cet homme. J'ai pris le saumon grillé, et il était en fait plutôt bon. Maman est restée au téléphone pendant encore 1 heure, intervenant ça et là, paraissant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Ce n'était pas une fin de film. Personne ne s'est étreint en pleurant, avec une musique inspirante en fond. C'était maladroit, imparfait, et vrai. Et honnêtement, c'est exactement ce que ça devait être. C'était il y a 3 mois. Voici où en sont les choses aujourd'hui. Je suis toujours chez Méridian Précision. Léon m'a promu ingénieur principal le mois dernier, ce qui s'est accompagné d'une augmentation qui m'a fait monter les larmes aux yeux quand j'ai vu le chiffre. Il m'a dit qu'il me préparait pour finir par diriger la division, quand il prendra sa retraite dans quelques années. Je lui ai dit qu'il faudrait que j'y réfléchisse. Ce qui était un mensonge, car j'avais déjà mentalement redécoré son bureau. Chloé et moi avons emménagé ensemble il y a 2 semaines. Elle a insisté pour adopter un chat, le week-end même de notre déménagement. Alors maintenant, nous avons un chat calico nommé Biscuit, qui n'a aucun respect pour les limites personnelles, et qui a déjà fait tomber mon café de la table de nuit à 3 reprises. Je n'ai jamais été aussi heureux. Maman et moi nous parlons 1 fois par semaine, maintenant. Des appels courts, prudents. Elle apprend à poser des questions, au lieu de faire des suppositions. Et j'apprends à y répondre, sans me préparer mentalement à être déçu. Ce n'est pas la relation que je voulais quand j'étais enfant, mais c'est peut-être celle que nous pouvons réellement maintenir en tant qu'adultes. Elle m'a envoyé une carte la semaine dernière qui disait juste « Je suis fier de toi, Nolan ». J'aurais dû le dire plus souvent. Je l'ai mise sur mon frigo. Gareth et moi sommes plus proches que nous ne l'avons jamais été, ce qui n'est toujours pas si proche, mais c'est un progrès. Il a lui-même commencé une thérapie, ce qui m'a choqué plus que toute autre chose dans cette histoire. Apparemment, ce dîner a déclenché quelque chose en lui. Il m'a avoué la semaine dernière qu'il portait la culpabilité de ce favoritisme depuis des années, mais qu'il ne savait pas comment aborder le sujet. Je lui ai dit, la prochaine fois, aborde-le, c'est tout. Nous sommes frères. C'est ce que les frères sont censés faire. Tran reste Tran. Il ne va pas devenir une autre personne du jour au lendemain. Mais il m'a appelé environ 1 mois après le dîner, et m'a demandé comment se passait mon nouveau travail. Et quand je lui ai parlé de la ligne de production que j'avais repensée, il a dit, c'est impressionnant, gamin. Venant de Tran, c'est pratiquement une standing ovation. Quant à moi, j'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que j'étais le problème.
L'enfant calme, le fils invisible, celui qui ne brillait pas assez pour mériter de l'attention. Et il aura fallu un Thanksgiving catastrophique, 6 mois de silence, une thérapeute qui ne m'a pas laissé me mentir à moi-même, et une femme qui m'a vu avant que je ne puisse me voir pleinement, pour comprendre la vérité. Je n'ai jamais été invisible. J'étais juste entouré de personnes qui ne regardaient pas. Ils regardent, maintenant. Et vous? Avez-vous déjà vécu un moment, peut-être une confrontation ou une trahison, qui a complètement changé votre perspective sur votre famille, ou sur vous-même? Comment avez-vous géré cela? Et qu'avez-vous appris? J'aimerais vraiment lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.